RFM midi. Midi donc à l'écoute de la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Affaire des faux médicaments saisis à Touba il y a quelques semaines. Le comité national de lutte contre les faux médicaments et l'exercice illégal du métier de pharmacien dirigé par Maître Massokhna Kane s'est constitué partie civile. Diourbel, une région où la corruption est très forte. Selon une étude de l'OFNAC à Mbacké, les populations ne disent pas le contraire. Même les chefs religieux sont mis en cause. La dengue est en passe de devenir un mauvais souvenir. La maladie est presque totalement éradiquée dans le pays, d'après le directeur de la prévention. La presse sénégalaise en deuil, le journaliste Sambala Oubedien est décédé. Il a travaillé à la RTS jusqu'à sa retraite. Témoignage dans ce midi. Culture, Louga vibre au rythme du Fesnac. Les activités ont commencé cette nuit. Et puis en politique, la crise à la LD, plus que profonde. Les frondeurs ont décidé d'organiser un congrès au plus tard le 31 mars 2018. La direction de la Ligue démocratique les met en garde. Bonjour Sornana Tambaye. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. L'ONU vote ce jeudi une résolution sur la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Donald Trump avertit et menace tout pays qui votera contre. Le Sénégal ne doit pas céder pour être en phase avec ses principes selon Seydina Oumar Sy, ancien ministre des Affaires étrangères. Le prix Macky Sall pour la paix et le dialogue décerné au Moro Naba, chef traditionnel et coutumier du Burkina Faso. La cérémonie se déroule à Ouagadougou et nous serons en direct avec Georges Déthidiop. Les titres sport, c'est avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Antoine Diouf. L'affaire Gorgui Diagne qui réclame près de 40 millions à la Fédération sénégalaise de basketball pose au-delà le modèle de gestion des finances lors des campagnes sportives. Ce sont là les propos de l'ancien président du comité de normalisation du basketball sénégalais, Serigne Mboup, que vous entendrez dans ce journal. Plus d'incertitude pour la tenue du combat à Mabaldé Papa Sow, finalement retenu à la date du 7 février 2017. Le promoteur rassure et dit être en phase avec le CNG. Vous entendrez les deux parties dans ce journal et puis il sera aussi question de ce rendez-vous cet après-midi, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Sénégal de football. À suivre la chronique d'Abdoulaye Ndiaye comme tous les jeudis. Et point de vue, on parlera de l'état de la corruption au Sénégal. Prétexte les rappeurs. L'étude donc commanditée par l'OFNAC. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, cet incendie à la rue 23, angle 26 de la Médina. Pas de perte en vies humaines, mais d'énormes dégâts ont été enregistrés. Les occupants de la baraque n'ont que leurs yeux pour pleurer. Reportage Ousmane Gueye. Ousmane Gueye que nous allons entendre dans quelques instants. Au milieu du champ de ruines, un monsieur en culotte muni d'un marteau tente de démolir ce qui reste de la maison. Tout autour du zinc, à même le sol, des ustensiles de cuisine, des habits. Fatoumata, qui regarde impuissante ce triste spectacle, dit avoir tout perdu. J'ai descendu pour acheter le savon. J'ai vu le feu. J'ai dit attendez-nous. Le feu est ici, c'est près de nous. Je suis venu jusqu'à là. J'ai vu le feu. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour nous, tous les habits sont brillés. Les autres et moi, tout s'est brillé. Sauf moi, sauf les habits qui est moi seulement. Il n'y a rien. Tous ces gâteaux, je ne sais pas comment je vais dire maintenant. Daba fait partie des premiers voisins à s'être rendus sur les lieux. Elle est très remontée contre les occupants. C'était très mal organisé. Il y a plus de 50 personnes qui habitent ici. Parfois, il y a des bagarres. On ne dort pas. On ne se repose pas. Vraiment, c'est dur. J'ai compris que c'était un appel aux autorités pour plus d'organisation de l'espace. Les autorités, ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. Moi, je n'appelle aucune autorité. Un triste jeudi donc pour ces habitants de la rue 23, angle 26 de la Médina, qui se sont retrouvés brusquement dans la rue. Pour le moment, aucune précision sur l'origine du feu. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Diourbel, une des régions les plus corrompues au Sénégal, avec Sédhiou, c'est ce qu'indique un rapport, commandité par l'OFNAC à Mbacké. Ils sont nombreux à partager les résultats de cette étude.
Le reportage de notre correspondant à Touba Mbaké, Mohamed Diop. Diourbel, région la plus corrompue selon une étude du cabinet Synchronix pour l'OFNAC. Medoune Diouf partage entièrement les conclusions de ce rapport. Effectivement, nous partageons l'idée, nous qui voyageons entre le département de Diourbel, de Bambé et celui de Mbaké. Devant une banque de la place, Mamadou attend son tour pour accéder au guichet automatique. Selon lui, il suffit juste de prendre la route pour se rendre compte du degré de corruption dans la région de Diourbel. Comme là, par exemple, Prenez la route entre Bambé, Diourbel et Touba, vous verrez de vous-même que la corruption est partout présente. Si vous conduisez un véhicule et que vous avez toutes les pièces du monde, ceux qui sont préposés au contrôle trouveront toujours le moyen de vous soutirer quelque chose. Tous les secteurs sont touchés, même les cours des chefs religieux, ajoute Medoune. Vous quittez par exemple Dakar ou Tambacounda pour venir rendre visite à un marabout, ce qu'on appelle effectivement Boknik, ils vous disent effectivement le marabout n'est pas sorti ou bien il est en train de faire quoi que ce soit. Un député ou bien un ministre ou bien un milliardaire qui vient de quelque part, il vient, on lui ouvre l'autre porte, il entre, il voit le marabout facilement, c'est parce qu'il a des billets de banque de part vers lui. Ces chefs religieux justement sont invités à la sensibilisation. Selon Medoune, Diourbel doit s'extirper très rapidement de ce classement peu flatteur pour la région qui a vu naître Cheikh Ahmadou Bamba. Mohamed Diop, Touba Mbaké, RFM. Revoilà l'affaire des faux médicaments de Touba. Le comité national de lutte contre les faux médicaments et l'exercice illégal du métier de pharmacien s'est constitué partie civile. D'après le président du comité, ces faux médicaments seront incinérés dans quelques jours par le ministère de la Santé et celui du Commerce. Écoutons à ce sujet Maître Massokhna Kane. Il est avec Daouda Diouf. Le comité va se constituer partie civile auprès du juge d'instruction qui a le dossier en charge. Maintenant, sur le plan administratif, nous savons que le ministre a l'intention d'organiser, en coopération avec le ministre du Commerce, la destruction des médicaments saisis. Donc nous attendons et nous pensons que c'est imminent. Avec les déclarations qui ont été faites par le chef de l'État et par le ministre, nous pensons que cette affaire ne traînera pas. En tout cas, nous ferons ce qu'il faut pour ce qui nous concerne pour que cette affaire ne soit instruite normalement. Nous le souhaitons vivement et nous pensons que ça se fera. Le comité national de lutte contre les faux médicaments et l'exercice illégal du métier de pharmacien va se constituer partie civile, a dit Maître Massokhna Kane, son président. La dengue est presque partie totalement, sinon il n'y a qu'un seul cas qui a été enregistré en 2 semaines. Pour cette raison, il n'y a pas à se faire trop de soucis. Suivez les explications du directeur de la prévention au ministère de la Santé, le docteur Mamadou Ndiaye, joint par El Hadj Ndiogoudien. Depuis 4 semaines, le nombre de cas est en train de chuter de manière drastique et que pratiquement depuis les 2 semaines consécutives, on n'a presque eu qu'un cas à l'échelle du pays. Donc, on peut dire que la situation est pratiquement actuellement maîtrisée. Il n'y a aucune tendance à la hausse et pratiquement la situation est tassée actuellement. Considérons que compte tenu de l'évolution de ce que nous avons, mais par rapport même à la transmission du vecteur, compte tenu des conditions climatiques actuelles, nous pensons que la dengue ne pourra pas survivre sous peu au niveau de l'échelle du territoire. Le dernier cas remontait à un cas qui a été enregistré au niveau de la zone de Linguère. Donc vous voyez, c'est toujours dans la région de Louga. Donc il n'y a pas d'extension au niveau des régions. Donc il n'y a pas d'autres foyers dans les autres régions. On peut dire qu'actuellement, on est vraiment au bout du tunnel. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Pratiquement pas. 12h09, vous suivez le grand journal. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La journée de l'enseignant célébrée aujourd'hui dans notre pays, prétexte pour s'intéresser au métier d'enseignant, fait-il encore rêver comme c'était le cas il y a quelques années? Beaucoup d'instituteurs, de professeurs de collège et lycées quittent par vague le métier. Nous nous sommes rendus dans quelques écoles de la capitale. Voici le reportage de Mohamed Ali Mouba.
Déjà, il y a débrayage. Ensuite, au-delà de ça... Comme ces journées de débrayage, M. Silla, le professeur de philosophie, s'est attardé dans la cour du lycée Lamine Gueye. En cette journée de l'enseignant, on ne peut pas dire qu'il a le cœur à la fête. Pendant ce temps, les problèmes des enseignants qui ne devaient même pas être discutés en réalité sont en train de ne pas être résolus. Autrement dit, les questions d'indemnité au bac, ça c'est des questions qui devaient être dépassées. On s'est fait casser la motivation. C'est-à-dire on reste dans ce système par patriotisme. Tenir le coup, se sacrifier pour la prochaine génération. Professeur Guiba a le même réflexe. C'est ce qui pousse cet enseignant en français à rester encore dans les salles. Oui, nous avons envie de continuer à rester à enseigner, à former, parce que moi c'est un plaisir de me réveiller tous les matins à 8h et venir faire cours, aider les enfants pour que demain ces enfants-là puissent aussi prendre la relève. Malgré votre salaire? Malgré mon salaire, on est là, on tient le coup. Vous n'avez pas envie d'aller ailleurs? Non, on n'a pas envie pour le moment, on n'a pas envie, on est là. À cause de la grève, les élèves jouent dans la cour, d'autres se tournent les pouces et justement, Brian, élève en terminale S, est dégoûté. Il n'a pas du tout envie de vivre le même calvaire que ses professeurs. Moi, ça me dit rien d'être enseignant parce que vu les conditions de travail et tout ça, leurs problèmes qu'ils rencontrent, les problèmes qu'ils rencontrent et tout. Au niveau de l'administration, le manque de motivation a commencé à faire ses effets. Boubacar Diallo, le censeur du lycée, appelle l'État à revoir les choses pendant qu'il est temps. Beaucoup de philosophes se sont retrouvés dans l'administration territoriale. Je sais aussi que beaucoup de professeurs de mathématiques, n'est-ce pas, se reconvertissent en informatique pour travailler dans des institutions financières telles que les banques, etc. Ça, j'en ai tout à fait l'expérience parce que même chez nous, ici, il y a beaucoup de professeurs qui sont partis et qui font ça. Légende vivante jadis, l'enseignant a fini de perdre aujourd'hui ses lettres de noblesse. La destruction de la grille salariale, le 2 poids 2 mesures dans le traitement des fonctionnaires de l'État est passé par là. Mohamed Ali Mouba, le Festival national des arts et cultures, FESNAC, a commencé cette nuit à Louga avec des compétitions de théâtre et de danse. L'événement a traîné beaucoup de monde dans la capitale du Ndiambour. Oui, cet après-midi, ce sera la cérémonie officielle. Louga Al-Ousseinou Diagne. C'est sous ce rythme que les festivaliers sont arrivés dans la capitale du Ndiambour, à l'accueil du comité régional d'organisation du 10e Festival national des arts et cultures, présidé par le gouverneur de région, Alioune Badara Beng. Qui constitue un grand honneur pour nous d'accueillir en cette terre de Ndiambour les 14 régions du Sénégal et d'autres invités venant de la sous-région, mais aussi de la diaspora. Toutes les délégations des régions ont été logées dans d'excellentes conditions et prises en charge sur tous les plans. Au programme de l'édition 2017, les activités traditionnelles comme le colloque sur le thème culture et émergence des territoires, mais aussi plusieurs innovations dont le FESNAC des enfants, mais surtout l'exposition intitulée Les cahiers de Ponty. Fatou Sidibé Gueye, administrateur du FESNAC et président du comité national d'organisation. Tout le patrimoine, le legs des cahiers Ponty, avec les belles écritures, les beaux textes d'anciens présidents de la République qui sont passés à Ponty, des textes de CE1, CE2, qui rappellent peut-être aujourd'hui les dissertations en classe de 3e, de seconde ou de première. Ça vaut quand même la peine de demander à avoir cette exposition d'une rare qualité. Il appartient à l'Université de Dakar qui nous a autorisés à accompagner à ce niveau. Déjà, les compétitions de théâtre et de danse ont démarré cette nuit, cet après-midi, au stade Al-Bouri Ndiaye. Va se dérouler la cérémonie officielle sous la présidence de Abdoulatif Coulibaly, ministre de la Culture. Louga, Al-Ousseinou Diagne, RFM. Le journal. L'actualité politique. La crise à la LD s'exacerbe. Les frondeurs ont décidé d'organiser un congrès au plus tard, le 31 mars 2018. Un congrès qui sera précédé de la vente des cartes, mais les responsables de la Ligue démocratique mettent en garde les frondeurs. Tous les actes qu'ils poseront seront nuls et non avenus, disent-ils. El Hadj Ndiogou Diène. Passé le temps des discours, l'heure est aux actes pour les dialarbistes frondeurs. Ils vont vendre de nouvelles cartes et tenir bientôt un congrès parce que convaincus que le bureau politique actuel n'a plus de légitimité. Souleymane Gueye Cissé est le coordonnateur du mouvement LD Debout. Nous avons décidé de convoquer une conférence nationale pour le 6 janvier qui va décider de la date du congrès qui doit avoir lieu au plus tard le 31 mars. Mais dès lors, nous allons émettre les cartes et mettre en place les commissions qui vont préparer le congrès. Comme vous le savez, le mandat du 7e congrès est
terminé depuis le mois de juillet. Donc nous devons aller vers le 8e congrès que nous avons décidé de convoquer. Nous sommes majoritaires au bureau politique, nous sommes 21 secrétaires généraux de fédération, nous sommes 35 fédérations. L'autre cas dont vous parlez n'a pas un seul qui dirige une fédération. Mais cette démarche de Souleymane Gueye Cissé et compagnie n'est pas du goût de leurs camarades de parti. Le porte-parole de la Ligue démocratique précise qu'ils ont déjà enclenché le processus pour la tenue du 8e congrès. Moussa Sarr qui dénonce les agissements des frondeurs. La Ligue démocratique est un parti organisé qui a des statuts et un règlement intérieur. C'est le bureau politique qui décide de la date d'un congrès. Ce sont les structures régulières du parti qui convoquent régulièrement le congrès de la Ligue démocratique. C'est donc pour dire que toute convocation d'une instance de la Ligue démocratique en dehors de ces instances régulières est nulle et non avenue. Or, avant d'arriver à cela, toute convocation d'une instance, quelle que soit cette instance du parti en dehors des instances régulières est nulle et non avenue. Toute vente de cartes en dehors des instances régulières du parti est nulle et non avenue. Interpellé sur d'éventuelles sanctions contre leurs camarades frondeurs, le porte-parole de la LD ne veut pas en parler pour le moment. Ce parti de gauche est divisé depuis des mois entre ceux qui soutiennent la poursuite du compagnonnage avec le président Macky Sall et ceux qui prônent la démarcation. Les prochaines semaines, voire les prochains mois, seront donc déterminants pour ce parti de la mouvance présidentielle. Cette triste nouvelle, le journaliste Sambala Oubédien s'est éteint ce matin à l'hôpital principal de Dakar. C'est suite à une maladie qu'il avait clouée au lit depuis quelque temps. Sambala Oubédien a travaillé à la RTS jusqu'à la retraite. L'ancien directeur de Radio Sénégal, Mansour Sow, parle de l'homme. Il est avec Daouda Diouf. C'est dur de se réveiller le matin avec une telle information et en plus de devoir réagir à chaud. Mais c'est quand même un devoir de mémoire. Sambala Oubédien, ou Bac, comme je le nommais souvent pour le taquiner, était quelqu'un de spécial, à la fois cordial et bougon, qui passait la moitié de son temps à plaisanter et l'autre à se quereller avec tout le monde, mais toujours prêt à sacrifier aux impératifs de son travail. Il était au four et au moulin, analyste de l'actualité internationale le matin, présentateur du journal le soir, responsable syndical, il ne faut pas l'oublier, et pour ne rien gâcher, animateur à la télévision et à la radio, parce qu'il était spécialiste de la musique anglo-américaine. En dehors de son travail, il était amateur de la marche. Je me souviens avoir, à une ou deux reprises, partagé avec lui une marche dans les ruelles de la SICAP, parce que nous habitions tous les deux pas loin l'un de l'autre, à la SICAP. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est qu'il a été un bon professionnel, un militant syndical redouté et un collègue à plusieurs facettes. Mais il a surtout été un être humain avec plus de qualités que de défauts. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait pitié de son âme et l'accueille en son paradis. RFM. L'actualité internationale. Amen. Sornana Tambaye, rebonjour. Rebonjour Antoine. Statut de Jérusalem, le Sénégal doit faire fi des menaces de Trump. Le président américain a menacé de sanctionner les pays qui voteront contre la résolution faisant de Jérusalem la capitale de l'État d'Israël. Pour Seydina Oumar Sy, notre pays doit voter contre. C'est pour être en phase avec ses convictions, assure l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il est avec Barthélémy Ngom. Le Sénégal doit garder sa position traditionnelle parce que dans le problème palestinien, le Sénégal a une responsabilité. C'est vrai que pour Al-Quds, le comité Al-Quds est présidé par Sa Majesté le roi du Maroc. Nous sommes garants depuis 1975 et nous présidons le comité pour les droits inaliénables des droits des Palestiniens. Et pour cette seule raison, nous pouvons et nous devons réaffirmer notre solidarité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, avec le droit international et avec nos convictions propres. Quand on brandit l'argument de la force, c'est qu'on est faible. C'est l'argument des faibles. Et en ce moment, la gouvernance américaine, intellectuellement et en tout, ne croit qu'à la force et donc est très faible sur le plan de la réflexion, de la projection. Ils ne connaissent que la force. Bon, mais... Quelle doit être maintenant la position du Sénégal? Voter pour ou contre? Le Sénégal doit voter contre. Malgré les menaces des États-Unis? Le Sénégal doit être fidèle à ses positions et dans cette logique, nous devons voter contre la résolution ou le projet de résolution présenté par les Américains. Advienne que pourra. Advienne que pourra.
Mauritanie, bientôt un nouvel ambassadeur à Rabat. La République islamique avait rappelé son ambassadeur en 2012 suite à des différends avec le royaume chérifien. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a nommé un nouvel ambassadeur. Rabat reprochait à la Mauritanie de reconnaître la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario du Sahara occidental. Et de son côté, Nouakchott accusait le Maroc d'abriter ses opposants. Direction le Burkina Faso où se déroule la cérémonie de remise du prix Macky Sall pour la paix et le dialogue. Pour cette première édition, c'est le Moro Naba, chef coutumier et traditionnel du pays des hommes intègres, qui a été choisi. Georges Détidio, bonjour. Bonjour, Sornana Tambaye. Alors, les détails de la cérémonie, c'est avec vous, Georges. Alors, une cérémonie qui se poursuit à l'instant au palais des congrès de Ouagadougou, ce quartier résidentiel de la capitale burkinabé. À l'instant, le Moro Nava qui a reçu le premier prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, assis confortablement dans son siège, sur son trône, entouré de sa cour. On a d'ailleurs lu son message tout à l'heure, un message dans lequel le Moro Nava a appelé à une culture, au dialogue et a dédié son prix au peuple burkinabé pour tout ce que ce peuple fait, la compréhension par rapport à la situation du pays, et a invité également à encourager toutes sortes d'initiatives de dialogue et de sortie de crise au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde. Le président Macky Sall qui est représenté à cette cérémonie par son ministre des Affaires étrangères, Maître Sidiki Kaba, à côté bien sûr du ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari. Alors, le CIRID qui est à l'initiative donc de ce prix, Macky Sall a lancé bien évidemment aux chefs d'État africains à tout faire pour pérenniser ou bien pour que l'Afrique vive une culture du dialogue. L'Afrique a besoin d'apaisement partout à Tibi, et que tous les pays africains, surtout les pays de l'Afrique centrale, doivent prendre l'exemple la CEDEAO pour une résolution des crises. Le président du CIRID qui a évoqué le cas de la Gambie qui a été résolu par la CEDEAO. En tous les cas, retenez que la cérémonie se poursuit ici au palais des congrès de Ouagadougou et nous y reviendrons plus amplement. C'était Georges Détidio en direct de Ouagadougou. Merci Georges-Antoine. Au Nigeria, l'argent consacré à la lutte contre Boko Haram fait beaucoup de bruit. $1 milliard, soit plus de 552 milliards de francs CFA issus du pétrole. Plusieurs gouverneurs rejettent cette décision du président Buhari. Pour eux, cet argent appartient aux 36 États du gouvernement fédéral. Flo Rewanié-Épée. Je rejette cette histoire d'$1 milliard et la rejetterai toujours. Le gouverneur du Parti populaire démocratique du Nigeria est catégorique. Ayodele Fayose fait partie des 4 gouverneurs opposés au projet du gouvernement fédéral qui consacre plus de 500 milliards de francs CFA à la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram au nord-est du pays. Le gouverneur de l'État d'Ekiti accuse le président Muhammadu Buhari de favoriser le nord musulman dont il est originaire au détriment du sud, à majorité chrétienne. Ces revenus doivent être répartis de manière équitable entre tous ses propriétaires, ajoute Fayose, qui annonce que son État portera l'affaire en justice et veillera à ce que le droit constitutionnel soit exercé. Face à cette dénonciation, la réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Le vice-président nigérien a défendu cette décision budgétaire, précisant que la somme tirée de l'exploitation du pétrole n'était pas seulement destinée à la lutte contre Boko Haram, comme annoncé la semaine dernière, mais à la sécurité générale dans le pays. Quoi qu'il en soit, la Constitution est claire, les fonds d'excédent pétrolier appartiennent au gouvernement, aux 36 États qui le composent et aux districts locaux. Obtenir l'aval des gouverneurs pour ce projet est donc une nécessité. Au Gabon, la grève des magistrats se poursuit malgré la signature d'un accord. Le mouvement d'humeur a débuté jeudi dernier pour une durée indéterminée. Les magistrats réclament le départ du ministre de la Justice qui les a traités de corrompus. Le syndicat parle d'immixtion dans les affaires du pouvoir judiciaire. Un accord a donc été trouvé pour assurer le service minimum dans les tribunaux, mais les magistrats veulent continuer la grève.
Ouganda, le président va pouvoir se maintenir à la tête du pays encore quelques années. Les députés ont voté le texte qui supprime la limite d'âge des candidats à la présidence. Avant ce vote, la Constitution n'autorisait pas à Yoweri Museveni de se représenter en 2021. Il y a eu 3 jours de débat houleux avant l'adoption de cet amendement de la Constitution. Des députés de l'opposition ont cassé des assiettes en signe de désaccord et ont été évacués de l'Assemblée nationale. Le texte limite tout de même le nombre de mandats présidentiels à 2. Le projet de loi doit être approuvé par le chef de l'État pour entrer en vigueur. Yoweri Museveni, 73 ans, dirige l'Ouganda depuis 1986. Merci, Sornana Tambaye, pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur l'état de la corruption au Sénégal, prétexte l'étude commanditée par l'OFNAC. Le débat du jour, c'est dans quelques minutes. RFM Sport. Rebonjour, cher Tidiane. Rebonjour à vous, Antonio. Le modèle de gestion des finances destiné aux campagnes sportives décriées par l'ancien président du CNBS. Il s'agit du comité de normalisation du basketball sénégalais, la structure intérimaire qui avait été donc installée lors de la crise qui avait secoué la Fédération sénégalaise de basketball. Et l'ancien président, c'est Serigne Mboup qui en parle. Pour lui, il faudrait littéralement changer de paradigme pour mieux gérer les finances destinées au sport. Et c'est en relation avec l'affaire Gorgui qui réclame encore à la Fédération sénégalaise de basketball près de 40 millions de l'argent qu'il avait donc prêté à cette fédération lors des préparatifs de l'afro-basket masculin. Écoutons pour plus d'explications donc Serigne Mboup. Il n'est pas possible et ce n'est pas bon pour la performance qu'au moment où les équipes sont en regroupement, que l'on doive attendre l'argent, l'avoir par centaines de milliers, parfois par centaines de millions, même par plusieurs dizaines de millions, en espèces, en CFA, les trimballer à travers le monde, faire des échanges à travers différents bureaux. Je crois qu'il faut résolument, comme on l'avait proposé, aller vers des cartes script. On sait qui est dans la délégation, on sait qui est sélectionné, on sait la fiche technique établie, à quoi s'élève la dépense. Il faut qu'on ait, pour ce qui concerne les délégués fédéraux et ce qui concerne le ministère des Sports, que les gens puissent avoir des cartes de crédit qui sont alimentées par les banques et les primes et tout. Aujourd'hui, on ne peut pas plus se permettre de donner à un joueur qui est en compétition 10 millions, 15 millions de primes qu'il laisse dans son sac pendant les entraînements. Vous savez tout ce que cela veut dire. Donc, je pense qu'il faut revisiter les procédures d'alimentation de ces caisses et les procédures de gestion. Je crois qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura beaucoup avancé, on aura atteint des règles de gouvernance qui sont aujourd'hui une exigence pour tout le monde, mais aussi on aura réglé un certain nombre de problèmes. Quelques solutions donc prônées par l'ancien président du comité de normalisation du basketball sénégalais, Serigne Mboup, Antoine Diouf. La lutte avec frappe Ama Baldé, Papa Sow, malgré les nombreuses récriminations, le combat va bien se tenir. Ah oui, plus d'incertitude pour la tenue donc de ce combat retenu finalement à la date du 7 février 2018. Le promoteur rassure et dit être en phase avec le comité de gestion de la lutte, Sodekam. Le combat de lutte devant opposer Ama Baldé à Papa Sow aura bel et bien lieu. Il y a eu consensus entre le CNG et le promoteur. Thiernoka, premier vice-président du CNG, apporte des éclairages. La seule exigence qui est faite au promoteur, c'est de déposer les reliquats des cachets, etc., 15 jours au maximum avant le combat. Maintenant, pour ce qui concerne le cas spécifique de Assad Ndiaye, c'est des négociations qui ont permis de parvenir à cet accord-là. Il y a eu des reports successifs, donc ça donne droit aux lutteurs d'exiger un dédommagement. Donc le promoteur a effectivement déposé cet argent-là. Une petite dette qu'il avait contractée vis-à-vis des liquides de Pikine, il l'a réglé. Donc en fait, il s'agissait tout simplement de régler ces deux points de détail-là avant de pouvoir formaliser ou officialiser la date du 17 février 2018, c'est tout. Pour ce combat prévu au mois de février, le promoteur rassure les amateurs. Vous savez, moi je ne suis pas dans le bruit. J'ai trouvé un accord avec le CNG, c'est tout ce que je peux dire. Et je peux rassurer les amateurs et les fans que ce combat aura bel et bien lieu. Vous savez, il y a un bruit autour de ce combat puisque ce n'est pas un petit combat. D'ailleurs, certains même le comparent au Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais je vous assure, ce combat
va bien se dérouler, Inch'Allah. D'ailleurs, Hassan Diaye promet un face-à-face avec la presse ce vendredi pour d'amples explications. Sorekia, merci. Nous parlons de la Coupe de la Ligue. Le tirage au sort des 16e de finale sera effectué cet après-midi à 16h30 au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Les matchs vont se dérouler en semaine afin de terminer la saison avant le début du mondial en juin prochain et auquel prend part notre pays, le Sénégal. Et puis nous terminons avec les Navétanes, début des demi-finales ce jeudi à Guédiawaye avec la zone 1. Au programme à partir de 15h, Alliance Atlantique contre Darussalam, 17h Mango contre l'équipe d'Eco, des rencontres prévues au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Un clin d'œil que nous faisons à notre jeune frère Miguel Maramdiaye. Chartigan Diagne, merci. Merci à vous Antoine. RFM, la chronique du jour. Abdoulaye Ndiaye. Vendredi dernier, au sortir de la prière du jour saint, ils ont été quelques Sénégalais à manifester une opposition contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le petit geste à valeur de symbole posé par ses compatriotes ne manque pas de nous interpeller sur les risques que le président américain pourrait faire courir au monde. Car à travers sa dernière initiative, il réactive une poudrière sans en mesurer les effets d'embrasement. Et pourtant, l'homme n'a pu ignorer à ce point le statut et la représentation de Jérusalem pour des milliards de croyants à travers le monde. Pas plus qu'il n'ignore les nombreuses résolutions onusiennes qui ne cessent de rappeler que sans un accord sur cette ville qui garantisse le droit des Palestiniens, il ne pourrait y avoir de paix globale. Mais c'est trop penser à son aise et loin du nouvel esprit Trump que de croire que cette partie du monde présente un intérêt pour lui, si ce n'est la protection d'Israël. On peut tout juste y voir de l'America First, car en ratifiant la loi de 1999 qui permet le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, il fait un choix de politique intérieure. Il tente de mobiliser un électorat juif qui n'a jamais constitué le gros de sa troupe pour passer le cap des élections de mi-mandat prévues en 2018. Ces mêmes considérations électoralistes sur Jérusalem s'efforcent aussi, selon la spécialiste des questions américaines Marie-Cécile Neuve, de flatter une droite évangéliste qui vote à près de 81% pour Trump et qui reste attachée au mythe fondateur de l'Amérique. Sans être juifs, ces mêmes conservateurs entretiennent des rapports messianiques au plan international avec Israël. Autant de facteurs aggravants pour une mesure qui pourrait précipiter dans cette région une sorte de nouvelle guerre de religion. M. Trump aura alors en face de lui la rue arabe et musulmane et surtout l'isolement de son pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Ousmane Gueye. Bonjour à tous. Le dernier classement de l'OFNAC sur la perception de la corruption au Sénégal est dans vos journaux ce matin. L'observateur qui en a fait sa une relève que la police et la gendarmerie sont les corps les plus affectés. L'étude réalisée du 25 mai au 20 juillet 2017 n'épargnait pas non plus la santé et l'éducation. Et pour avoir une idée des régions les plus corrompues, reportez-vous à la première page de Vox Populi. Diourbel en tête 19,4%, devant Sédhiou 19%, arrive ensuite Tambacounda 17,8%, Kédougou 17,7%, Dakar plus de 14%. Saint-Louis est la région la moins corrompue, le bon élève donc seulement 6,5%. Vox Populi détaille aussi les statistiques concernant le montant des pots de vin versés par an et par personne. Plus de 118 milliards au total enregistrés en 12 mois. À côté de l'argent sale, il y a cet argent contrefait dont on parle depuis hier avec l'arrestation de Ngaka Blindé. Un témoignage d'une gérante d'agence Wari enfonce le jeune rappeur. C'est à la page 3 de Les Échos. La gérante en question soutient avoir été victime des agissements délictuels présumés de l'artiste, d'où la plainte qu'elle a déposée pour mise en circulation de faux billets. Les Échos écrit que dès que le nom de Ngaka Blindé a été cité dans l'affaire, la gérante Wari a débarqué au commissariat de police des Parcelles Assainies où elle a déclaré l'avoir clairement identifié quand il s'est présenté sur son lieu de travail pour une opération d'envoi d'un montant de 95 000 francs CFA. Mais pourquoi donc le trafic de faux billets marche si bien au Sénégal? Enquête qui a consacré sa une au phénomène ce jeudi s'attarde sur cette longue liste composée notamment de Thione Balagosek, Mamgour Diazaka ou encore Pape Diouf. Mais ce qui est étonnant, souligne Enquête, c'est 2 poids 2 mesures dans le traitement
judiciaire de ces affaires. Le quotidien note que si les stars parviennent souvent à échapper à une peine ferme, ce n'est pas le cas pour les anonymes. Enquête de ce matin titre aussi sur ce réseau de malfaiteurs démantelés. Ça se passe à la solde, la direction de la solde. Le réseau démantelé concerne des enseignants, des responsables syndicaux, des agents de la solde également, qui pendant plusieurs années ont mis en place un système de corruption ayant permis de soustraire des centaines de millions aux enseignants sur les rappels. Et l'on reparle de l'affaire Khalifa Sall, Khalifa Babakar Sall à la une de Libération, qui révèle que le député maire de Dakar ne veut pas du tout d'un procès. Dans une requête transmise à la chambre d'accusation, le pensionnaire de Rebeuss demande l'annulation pure et simple de toute la procédure. Une audience décisive devrait d'ailleurs être fixée sur son sort le 26 décembre. Et des nouvelles de l'imam Ndao. Son dossier a été enrôlé pour le 27 décembre. C'est Vox Populi qui nous l'apprend. Le religieux de Kaolack, poursuivi pour apologie du terrorisme, va être jugé en même temps que ses 31 co-accusés. Un scandale passé presque inaperçu dans les échos. Le cadre, l'AIBD, la date le 7 décembre dernier, le jour de l'ouverture, 92 Somaliens enfermés et maltraités dans un avion par des policiers américains. Selon le journal, les ressortissants somaliens expulsés des États-Unis devaient passer par Dakar. Ils ont été enchaînés pendant 23 heures sans aucun motif valable, puis retournés en Amérique le 9 décembre sans que le Sénégal ne lève le petit doigt. Les victimes en procès ont chargé l'administration Trump. D'après les témoignages recueillis par les Échos, certains ont été contraints d'uriner là où ils étaient assis, d'autres tabassés injustement. Le gouvernement sénégalais, qui n'a pas communiqué officiellement sur cette affaire pour le moment, annonce la suspension de la taxe à l'exportation. C'est dans le soleil du jour. Le chef de l'État promet également de durcir la lutte contre le faux monnayage. La réunion du Conseil des ministres d'hier a adopté le projet de loi sur la répression du phénomène et des autres atteintes aux signes monétaires. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous allons parler de l'état de la corruption au Sénégal, prétexte l'étude commanditée par l'OFNAC. Et nous avons deux intervenants. Le député Théodore Chérif Monteil. Bonjour, honorable. Bonjour Antoine. Député donc à l'Assemblée nationale, vous êtes de l'Union citoyenne Buntoubi, député, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Alors il y a également l'ancienne parlementaire Hélène Tine qui est en ligne. Bonjour Hélène. Bonjour Antoine. Alors, Théodore Chérif Monteil, qu'est-ce que vous pensez de l'état de la corruption au Sénégal? Inquiétant ou bien moins inquiétant qu'il y a quelques années? Vous savez, Antoine, chaque fois qu'on parle de corruption au Sénégal, les gens ont tendance à dire que c'est un phénomène mondial. Oui. C'est vrai, c'est un phénomène mondial. Mais c'est un phénomène mondial qui est mauvais pour les économies, surtout pour nos économies qui sont des économies émergentes. Donc, quel que soit le niveau de perception de la corruption, je dirais que c'est déjà trop. Même si c'est très, très minime, c'est déjà trop pour une économie aussi faible que celle du Sénégal. Donc, on connaît le phénomène, on connaît les causes. Il serait temps qu'on y mette les moyens, qu'on ait un État fort pour lutter réellement contre ce phénomène qui est très, très dangereux pour nos économies. Oui, phénomène pernicieux, difficile à combattre. Mais comment réussir à réduire l'ampleur du phénomène? Vous savez, quand on parle de difficile, c'est parce qu'on n'a pas mesuré l'ampleur de la chose. Dès lors qu'on a mesuré l'ampleur de la chose, on se donne les moyens pour le combattre. Aujourd'hui, on connaît les corrupteurs, on connaît les corrompus. L'enquête montre le niveau de perception de la corruption. Et on a identifié un certain nombre de secteurs, la santé, la police, la gendarmerie, l'éducation, l'école, etc. Donc on sait qui corrompt et qui est-ce qui est corrompu. Donc il faut aller à la source, à la base et couper les racines. Très bien, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, Hélène Tine, qu'est-ce que vous pensez de l'état de la corruption au Sénégal? Merci beaucoup Antoine. Je voudrais saluer vos auditeurs et vos auditrices, ainsi que M. Monteil, l'honorable Monteil. Oui. Antoine, je pense que sur la corruption, on n'a pas d'état des lieux maintenant à faire. Tout le monde sait que la corruption existe. Il y a un indice qui est publié depuis longtemps, l'indice de perception de la corruption.
dans chaque pays, ça c'est connu. Le Sénégal est touché de plein fouet, surtout maintenant, avec beaucoup de choses qui arrivent depuis que notre pays est devenu, en tout cas, le point de ralliement de toutes les sociétés qui veulent faire des affaires dans le domaine des ressources naturelles. Oui. Donc, moi, je pense qu'il nous faut agir. Nous connaissons, nous savons que c'est un mal pernicieux. Nous savons que aujourd'hui, quelqu'un le disait hier, 60 milliards de dollars. Oui. Il y a 60 milliards de dollars de flux financiers illicites donc à travers le monde. Et c'est ce qui plombe nos économies, surtout au Sénégal. Oui. Donc, moi, je pense, en tout cas, j'ai été très surprise d'entendre l'OFNAC parler d'état de la situation pour pouvoir agir. Pourquoi vous êtes surprise? Je suis surprise et déçue. J'encourage notre sœur qui est présidente de l'OFNAC. Mais je pense que l'OFNAC existe depuis 2012. Nous avons voté la loi le 19 décembre 2012. Et cette loi a été promulguée le 28 décembre 2012. L'État est une continuité. Et depuis décembre 2012, il y a des choses qui ont été faites à l'OFNAC. Nous avons eu droit à un rapport qui a créé beaucoup de polémiques. Je ne vois pas en quoi l'OFNAC va maintenant faire une étude sur la perception de la corruption au Sénégal, pour avoir un état des lieux pour pouvoir agir. L'OFNAC est attendu sur les grands scandales qui éclatent pour nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Aujourd'hui, ce rapport-là épingle les manifestants, la gendarmerie, la santé, l'éducation, qui ont cité comme les secteurs les plus corruptogènes. Mais qu'est-ce que l'OFNAC peut faire? L'OFNAC a quand même fait des rapports. Et après, on a mis la main là-dessus, oui. Antoine, l'OFNAC, la loi sur l'OFNAC donne des prérogatives à l'OFNAC. L'OFNAC peut entendre toute personne présumée de corruption. Oui. L'OFNAC, on ne peut pas opposer à l'OFNAC le secret professionnel ni le secret bancaire. L'OFNAC, la loi lui donne la possibilité d'aller chercher partout, d'entendre qui il veut. On ne peut rien lui opposer quand il s'agit de corruption. Et l'OFNAC peut saisir le procureur directement. L'OFNAC a le devoir de faire un rapport d'activité annuel. On attendait un rapport d'activité annuel, pas un rapport sur la perception de la corruption. Que l'OFNAC nous dise, par rapport à cette loi votée depuis 5 ans, et toutes les affaires qui éclatent, on dit qu'il y a des problèmes au port, on dit qu'il y a des problèmes, l'affaire de Petrotim qui a tympanisé tous les Sénégalais, on parle de Big Togo et autres, mais donc on attendait qu'il y ait un rapport pour que l'OFNAC nous dise sur toutes ces affaires présumées ou avérées de corruption. Voilà, est-ce que c'est avéré? Parce que c'est son rôle. Il y a une loi qui donne toutes ses prérogatives à l'OFNAC et l'OFNAC doit communiquer. Très bien, je reviens à vous. L'article 17 de l'OFNAC, créant l'OFNAC, dit que l'OFNAC doit déposer le rapport chez le président, mais le rendre public par tous les moyens. Parce que la corruption, ce n'est pas quelque chose qu'on met sous le voile. On en parle pour arrêter ça. Très bien, je reviens à vous tout à l'heure, Elentine. Alors, Théodore Chérif Montey, ce qu'on peut appeler une pratique corruptive en Occident est considéré souvent au Sénégal comme de la teranga. Finalement, la corruption, est-ce que ce n'est pas une conception culturelle qui peut rendre difficile la lutte contre la corruption chez nous? Non, pas du tout, Antoine. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette perception des choses. De dire que, elle est réelle, cette perception? Oui, elle est réelle, mais ce n'est pas de la teranga, c'est de la vraie corruption. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire ce que tu dois faire moyennant de l'argent. Ce sont des fonctionnaires qui sont payés pour faire leur travail et ils monnaient ça. Donc, il ne s'agit pas de teranga du tout. Et moi, je pense que l'OFNAC ne fera rien. On va se perdre dans de la bureaucratie inutile. Tous les jours, on voit les corrupteurs et les corrompus dans la circulation. La dernière fois, j'en parlais au ministre des Transports quand on parle du permis à points. Je leur ai dit, mais le permis à points ne réglera aucun problème. Parce que le conducteur qui fera
une faute dans la circulation, il va donner 1000 francs aux policiers au lieu de payer une contravention ou de perdre un point. C'est exactement ça qui va continuer à se passer. Il faut qu'on regarde le mode de comment le contact qu'il y a entre l'agent de la fonction publique et le contribuable. Ce contact, il faut le rompre. Aujourd'hui, dans certains pays, les gens sont allés jusqu'à dématérialiser complètement le service public. Parce que c'est le contact entre le fonctionnaire et le bénéficiaire de la fonction publique, du service public, qui crée le rapport de corrupteur à corrompu. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui propose, quand on parle par exemple de niveau de salaire bas, que les gens sont corrompus parce qu'ils n'ont pas de bon salaire, je dis que c'est faux. Si on dit ça, ça veut dire qu'on est en train de justifier le vol. On est en train de dire que l'agresseur qui se met au coin de la rue pour couper la bourse du passant, il a le droit de le faire parce qu'il n'a rien. Non, ce n'est pas ça. C'est des explications simplistes. C'est de la réduction. Je dis que il faut que les gens prennent le problème à bras le corps et qu'on ait la vraie volonté de le régler. La volonté de le régler, c'est de faire comme en Chine, de permettre aux citoyens de filmer le policier qui est en train d'être corrompu dans la circulation. On l'a vu la dernière fois, le policier qui a bouffé le PV. Les filles qui l'ont filmé, c'est elles qui ont trinqué. C'est elles qui ont trinqué. Le policier a juste eu une sanction administrative, on l'a affecté. Et c'est fini. Et c'est fini. Très bien. On doit sanctionner de façon très forte et mettre en place des dispositifs qui empêchent qu'il y ait le contact entre le corrupteur et le corrompu. Parce que, comme on le dit, c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène humain même, je dirais. Quelqu'un qui a envie d'aller vite et qui a de l'argent en poche va être prêt à mettre cet argent sur la table pour aller vite. Maintenant, si on ne lui donne pas l'occasion de le faire, il ne pourra pas le faire. Merci, honorable député Théodore Chérif Montey. Elentine, on termine avec vous rapidement. Oui, au-delà des sanctions, mais il faut aussi un changement de mentalité pour lutter contre la corruption. Sensibilisation sur ce plan, non? Parfaitement que le changement commence par les changements de mentalité. Et il faut effectivement sensibiliser les gens, il faut aller faire des campagnes, il faut pousser en tout cas les gens même à aller dénoncer ce qui se passe, même s'ils dénoncer les agents corrompus. Vous voyez par exemple, Antoine, des secteurs clés, la santé, l'éducation, on les cite, la sécurité, la police et la gendarmerie, qui ont un impact direct sur le vécu quotidien des Sénégalais les plus fatigués, les plus pauvres, les plus démunis. Mais ces gens-là, des fois, ne sont pas conscients, effectivement, ils se disent que c'est peut-être normal. Et c'est les plus vulnérables qui sont touchés. Et c'est pourquoi il faut les sensibiliser, il faut les informer pour qu'ils sachent que cela, c'est des actes de corruption. Mais je dis que c'est le menu fretin que l'OFNAC cherche à épingler avec cette étude. Il faut qu'on nous sorte les gros caïmans de corrompus et de corrupteurs qui aujourd'hui ont pris en otage l'économie de nos pays, que ce soit au Sénégal ou dans la sous-région. Merci. Elentine, ancien député à l'Assemblée nationale, c'est fini. Le rappel de quelques titres. Affaire des faux médicaments saisie à Touba il y a quelques semaines, le Comité national de lutte contre les faux médicaments et l'exercice illégal du métier de pharmacien dirigé par Maître Massor Makan va se constituer partie civile. Diourbel, une région où la corruption est très forte, selon une étude de l'OFNAC, à Mbacké, les populations ne disent pas le contraire. Même les chefs religieux sont mis en cause. Et puis la dengue est en passe de devenir un mauvais souvenir. La maladie est presque totalement éradiquée dans le pays d'après le directeur de la prévention. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Serine Salioudem. Réalisation d'Aoude Diouf, Pape Mardiaou était à la régie à 13h. Barthélémy Ngom pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgat Kibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.